un vol, un coup de feu, un homicide involontaire, une famille en deuil, 2 ans de procédure, une peine d'emprisonnement, une famille aidée, une vie qui reprend. Mesdames et messieurs les jurés, chères contradictrices, chers publics, nous sommes aujourd'hui face à un sujet qui peut être résumé en un seul objet, la balance. En effet, dans le sujet « La peine permet-elle de compenser la peine ?», le terme « compenser » recouvre 2 significations. D'abord, compenser peut être défini comme le fait d'un autre, de neutraliser un inconvénient, un préjudice, par un avantage, un dédommagement. Mais le terme de compenser peut également être défini comme la satisfaction plus que nécessaire d'un besoin pour remplacer l'inassouvissement d'un autre besoin. Quant au terme peine, il recouvre 2 significations. D'une part, la peine est une souffrance du corps ou de l'esprit. C'est à la fois la fatigue et la douleur provoquée par le travail, et la douleur morale, assimilable à la tristesse. D'autre part, la peine est la sanction encourue pour une infraction déterminée par la loi et dont l'application est l'objet d'une décision de justice. À titre d'exemple, la loi française punit de peine de police les contraventions. Pensez à toutes les places de parking que vous n'avez pas payées, aux masques portés sur le bout de votre menton, ou encore à ces rentrées de bar pas toujours très sobres. De ces 2 définitions, nous pouvons alors retenir plusieurs questions possibles. En effet, votre voisin de droite ou votre voisin de gauche ne percevra pas la même question que vous. Alors que de mieux que de traiter l'ensemble du sujet en dégageant 4 grandes questions de cette seule et unique question. Premièrement, la peine comme sanction permet-elle de neutraliser la peine comme souffrance? Deuxièmement, la peine comme souffrance permet-elle de contrebalancer une plus grande souffrance? Troisièmement, la souffrance permet-elle de remplacer la sanction? Enfin, la prononciation d'une sanction permet-elle de remplacer une autre sanction? Laissez-moi faire mon Jamy. Même si je n'ai pas le camion iconique et comme compagnon le fameux Marcel, je pense réussir à faire une démonstration digne de lui. Selon d'où vous venez, où vous êtes aujourd'hui et où vous serez demain, votre poids de peine fera pencher la balance du côté de la sanction ou du côté de la souffrance. Mais dans tous les cas, la balance reviendra à l'équilibre. Premièrement, la sanction encourue pour une infraction permet de neutraliser la souffrance. De neutraliser la souffrance de la victime comme la souffrance du bourreau. D'abord, la peine a été pendant longtemps définie comme une vengeance privée, connue sous le nom de Vergelt. La dureté de la sanction permet alors d'expier la souffrance encourue par la victime. Nous pouvons prendre l'exemple de la survivance anecdotique des duels de justice jusqu'à la fin du XXe siècle. Vous voulez une anecdote, justement? Monsieur Jean-Marie Le Pen aurait assisté au dernier duel de France, opposant le maire de Marseille à un député. Et cela n'avait rien à voir avec un duel de gentlemen, comme vous pouvez l'imaginer. Nous ne sommes malheureusement pas dans les chroniques de Bridgerton. La sanction permet aux victimes de surpasser l'événement. Le sentiment de justice permet aux victimes de penser que le mal a été puni. Les plus grands procès de notre histoire adhèrent à cette idée. Le procès de Nuremberg, le procès de Charlie Hebdo, le tribunal pour la paix en ex-Yougoslavie et bien d'autres. Tous ces procès aux besoins de toute une population, que la justice soit faite, que les sanctions prononcées
permettent de compenser toutes les souffrances endurées. C'est presque un besoin humain. Nous avons guillotiné notre roi, nous avons sanctionné par de lourdes peines l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Cette idée gouverne toutes les plus grandes histoires. Le gentil gagne sur le méchant après que le gentil a tout enduré. Par la suite, la sanction permet à l'auteur de l'infraction de se racheter. Le bourreau n'est pas forcément le grand méchant que l'on imagine. Dépendance à la drogue, à l'alcool, des troubles, des maladies, des problèmes d'intégration sociale, et j'en passe. La peine n'est pas seulement une sanction, elle a vocation également à réintégrer cette personne. Le juge peut justement aider ces délinquants en se rachetant auprès de la société par des travaux d'intérêt général. Le juge peut également cumuler cette peine avec des mesures de sûreté, des cures de désintoxication, des obligations de soins, l'annulation d'un permis de conduire. Cette idée de se racheter est par ailleurs vieille comme le monde. On peut la retrouver dans la religion catholique. La peine est alors un châtiment encouru après la mort, en punition des fautes de la vie passée. Ce sont les peines éternelles de l'enfer. La sanction apparaît ainsi comme une rédemption. Deuxièmement, la souffrance permet-elle de contrebalancer une autre souffrance? Le droit français y a cru pendant longtemps. En effet, la peine de mort, le marquage au fer rouge ou encore l'amputation d'un membre ont été longtemps pratiquées. Encore aujourd'hui, nous pratiquons des sanctions portant atteinte à l'intégrité corporelle, mais dans une moindre mesure. À titre d'exemple, les peines curatives permettent au juge d'imposer aux délinquants le suivi d'une cure de désintoxication pour alcoolisme. Quittons le tribunal et rejoignons une bonne réunion familiale. Lors d'un repas, vous partagez votre malheur et vous commencez à pleurer. Dans le mille, réponse de votre tonton Gégé, qui vous a sorti l'une de ces magnifiques expressions « pleure, tu pisseras moins » ou encore « vas-y, chiole un bon coup et ça ira mieux après ». Manière assez rustre pour décrire le sentiment qui nous envahit quand on a pleuré, la quiétude. Ces larmes versées permettent de neutraliser la tristesse qui nous envahissait depuis plusieurs jours. Et pour citer Guillaume Apollinaire, la joie venait toujours après la peine. Notre peine permet de compenser, d'équilibrer notre peine. Et dans un autre contexte, c'est l'effort qui coûte. C'est le travail qu'on s'impose pour accomplir quelques actions en dépit des difficultés, des obstacles. Nous pouvons penser aux situations pénibles par manque de ressources. Nous pouvons prendre l'exemple trop commun d'une mère seule qui cumule les petits boulots pour nourrir ses enfants. C'est se donner de la peine pour quelque chose qui en vaut la peine. Troisièmement, la souffrance permet-elle de remplacer une sanction? Je répondrai que oui, car la souffrance peut être perçue comme la plus grande des sanctions. Cette souffrance morale que nous ressentons lorsqu'on est confronté à nos propres actes, à leurs conséquences et à nous-mêmes. Cette souffrance qu'on s'inflige vaut parfois toutes les sanctions. Notre plus grand ennemi est nous-mêmes. Peut-être que cette idée vous parle déjà, mais laissez-moi vous exposer une histoire. Dans le film Un homme idéal, Mathieu, 25 ans, aspire depuis toujours à devenir un auteur reconnu. Un rêve qui lui semble inaccessible malgré tous ses efforts. Il n'a jamais réussi à être édité. Son destin bascule le jour où il tombe par hasard sur le manuscrit d'un vieil homme solitaire qui vient de décéder. Mathieu hésite avant finalement de s'en emparer et de signer le texte de son nom. Devenu le nouvel espoir le plus en vue de la littérature française, et alors que l'attente autour de son second roman devient chaque jour plus pressante, Mathieu va plonger dans une spirale mensongère et criminelle pour préserver à tout prix son secret. Mathieu accède à toutes les gloires, mais cela grâce à un mensonge. Mathieu va alors tout perdre en tuant la personne qui a découvert le poteau rose et se fait passer lui-même pour mort. Cette gloire passagère n'est alors que souffrance. Sa vie en est gâchée. Cette souffrance a valu toutes les sanctions.
Quatrièmement, la prononciation d'une sanction permet-elle de remplacer une autre sanction? Aujourd'hui, en France, le juge a la possibilité de prononcer des peines alternatives. En effet, d'autres peines peuvent être prononcées à la place d'une peine d'emprisonnement. La confiscation d'une arme, ou encore une peine de détention à domicile avec surveillance électronique, ou bien une peine de travail d'intérêt général. La prononciation de ces peines permet de remplacer les peines d'emprisonnement. Dans un autre contexte, la justice offre la possibilité du plaider coupable. Ce mode de traitement de certaines infractions consiste, au terme d'une procédure allégée, à proposer au prévenu une peine possiblement inférieure à celle encourue en échange de la reconnaissance de la culpabilité. La justice est gouvernée par ce principe de balance. N'en est-ce pas le symbole? Thémis tient cette balance en signe d'un équilibre idéal. En effet, chaque infraction encourt sa propre sanction. Le juge applique le principe du contradictoire afin de rendre la décision la plus juste. Ainsi, il doit concilier l'objectif de la justice, qui est la conciliation et l'apaisement des intérêts en conflit, et le moyen d'y parvenir, c'est-à-dire départager chacun en pesant le pour et le contre. Ainsi, nous revenons toujours indéniablement à cette balance, le cœur de notre sujet. Je donnerai alors un dernier petit conseil emprunté à Michel Bussy. Nous sommes responsables des poids que nous plaçons sur la balance. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers publics et chères contradictrices. Hier encore, j'écrivais ma toute première plaidoirie. Et aujourd'hui, j'ai à la fois la lourde tâche et l'immense honneur de clôturer cette 10e édition du concours Rhetorica. Mais mesdames, messieurs, savez-vous seulement où nous sommes ? Peut-être avez-vous aperçu son nom dans l'ombre d'un flyer ou d'une brochure. Nous sommes dans l'amphithéâtre Jules Durand, alias Amphi 5, quartier général des L1 droit. Cependant, savez-vous seulement qui est Jules Durand ? Puisque, d'après le sondage que j'ai effectué parmi la population étudiante qui est la mienne, bien que nous soyons beaucoup à savoir combien il y a de lumière au plafond, peu de personnes savent qui est Jules Durand, quelle est son histoire et pourquoi cet amphi porte son nom. Je vais éclairer votre lanterne. Jules Durand était un syndicaliste havré qui, en 1910, a été victime d'une atroce erreur judiciaire, que l'on connaît encore sous le nom de l'affaire Dreyfus du pauvre. Il a été condamné à mort, à tort, pour complicité d'assassinat, donc ce qu'il n'avait pas commis. Et bien que les vrais coupables de l'assassinat aient encouru une peine de prison, Jules Durand ne s'en est jamais remis, et il mourut dans un asile psychiatrique quelque temps après, brisé par tant de peines qu'il n'a pas su compenser. Alors, quand on m'a demandé « la peine permet-elle de compenser la peine ?», c'est tout naturellement que j'ai répondu non, bien au contraire. Mais avant de vous faire l'exposé de mes motivations claires, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur les termes du sujet, pour que nous puissions partir sur le fondement de base commune. Tout d'abord, permettre, simplement, c'est donner la possibilité. Compenser, c'est équilibrer un effet par un autre, c'est neutraliser un inconvénient ou un préjudice par un avantage. Enfin, vous me voyez venir avec mes gros sabots, vous parler de peine, 2 fois plus qu'il n'en faut. La peine, c'est d'abord, selon le dictionnaire français, une punition, alléguée par le pouvoir public. C'est ensuite du chagrin, au sens d'une douleur morale. Enfin, la peine, c'est une difficulté, donc au sens d'un effort pour parvenir à quelque chose de la peine que l'on se donne. Et c'est précisément autour de la polysémie de ce dernier terme, le terme clé du sujet, que s'articule mon plan, qui couvrira d'abord la peine comme une profonde tristesse, avec l'effet de la perte, qui sera ensuite mise en parallèle avec la peine judiciaire, pour enfin appréhender la peine comme un effort, un inconvénient qui a vocation
à être compensée par un avantage. Alors la peine, quand elle est celle d'une famille à laquelle on arrache brutalement un membre, ce n'est pas une peine qu'on compense. C'est une peine avec laquelle on cohabite, une peine qui fait partie de nous. Considérer que l'on puisse compenser la peine d'une perte, c'est considérer que l'on puisse neutraliser la douleur de la perte de cette personne qui est partie. Or, j'en fais appel à votre expérience ou sinon à votre bon sens. Une personne qui a quitté notre vie et qui nous a peinés ne cessera jamais de nous manquer. Quand la théorie marque, les faits résonnent. C'est pourquoi je vous propose d'aborder cette première partie avec l'histoire d'une jeune femme, Emma, de laquelle je me ferai porte-voix. Alors pour les prochaines minutes, je m'appelle Emma, j'ai 30 ans, et on vient de me prendre mon enfant. J'ai le cœur en peine et les paroles en velours de lui dire que je l'aime quand il est parti pour toujours. Quelle peine alors compensera ma peine? Car mon cœur éventré n'a que faire d'autres peines si elles ne sont pas les siennes. Quelle posologie de peine alors? Quand mon corps pleure si fort, si Madame Gibault me l'enseigne, je l'achèterai à prix d'or, car il est des peines, et la perte en est une, que rien, ni aucune peine, ne pourra compenser. Alors quand l'ennemi est condamné, qu'il a reçu sa peine, les mois passent. Janvier, février, mars, avril, mais elle ne s'en va pas, la peine. Qui me suit, que je suis sur mes joues, et la douleur qui, je le sais, me tient en joue, ne connaît point de fin. Dans ce cas, la peine est atroce. Le coupable enfermé dans sa cellule, moi enfermé dans ma tristesse, il a sa peine, et j'ai la mienne. Mais mesdames, messieurs, sa peine permettra-t-elle de compenser la mienne? Sa captivité me rendra-t-elle mon sourire, ma liberté? Non. Ma peine hiberne pour que jamais ne vienne l'été. Et découvrir son visage derrière quelques barreaux n'aidera pas mon âme à survivre au chaos qu'a occasionné son acte. Chère contradictrice, vous alors qui considérez que la peine peut compenser la peine, éclairez-moi, que direz-vous, que diriez-vous, que répondrez-vous aux parents de la petite Maëlys, du petit Tom, du petit Grégory, aux familles des victimes des attentats de Nice et de ceux de Paris? Que diriez-vous quand la peine est nationale? Ah, je suis Charlie. La peine, c'est comme le sable dans un sablier. Il n'en sort jamais, il est coincé à l'intérieur. Alors comme le sable, on regarde la peine s'écouler douloureusement, seconde par seconde, avant qu'elle se tasse. Alors justement, souvenez-vous-en, je suis Charlie. Photo de profil Facebook du plus grand nombre, devise d'encore plus, il était partout. Alors je m'adresse à vous. Qui en 2015, qui dans cette salle en 2015 n'était pas Charlie? En 2022, les photos de profil ont refleuri à tel point qu'on se demanderait presque où est Charlie. Mais souvenez-vous de la théorie du sablier. La peine s'est tassée, mais on ne l'a jamais oubliée. Elle est marquée au fer rouge dans notre corps, si bien que j'en parle encore 7 ans après. Ma contradictrice pense que la peine permet de compenser la peine. Je ne suis pas d'accord. Selon moi, la seule chose qui puisse prétendre à compenser la peine, c'est ça.
Mesdames, messieurs, quand elle est déchirante, quand elle brise, la peine n'a besoin de rien. Rien d'autre que de la quiétude et du temps. La peine alors, bien qu'elle en fasse couler des flots, ce n'est pas que des larmes et du silence, bien heureusement pour nous. C'est aussi un effort, une difficulté. La peine, par exemple, que je me suis donnée et que Mme Gibault s'est donnée pour écrire nos plaidoiries. La peine aussi que vous vous êtes donnée pour venir nous écouter ce soir. La peine encore que l'équipe de Rhétorica, merci à vous, s'est donnée pour nous organiser cette soirée qui nous a réunis en grand nombre. En grand nombre parce qu'elle est incroyable, incroyablement gratuite aussi. Alors vous êtes venus avec toute l'espérance qu'on peut porter sur un spectacle gratuit, humour gras mais fortuit. Merci Monsieur Delbos pour avoir prouvé mon point. Parce que qu'on se le dise, qui se réunit un jeudi soir pour parler de peine en groupe magnanime? Rhétorica, les alcooliques anonymes. Pour ceux à qui je l'apprends, non, ce n'est pas ici, et oui, il est encore temps de partir. Je me disais bien qu'on était beaucoup ce soir. Alors je suis venue étudier le droit pour que mon avenir décolle et je me retrouve ici, jouant l'actrice bénévole. Comprenez ma peine. Mais cette peine, je me la suis moi-même affligée car à juste titre, elle en vaut la peine. C'est un effort, une peine nécessaire que l'on doit engager si l'on veut progresser. Cette peine, on l'a fournie dans l'optique même de la compenser. Si je veux réussir ma plaidoirie, je vais devoir me donner la peine de l'écrire. Et quand elle sera écrite, alors, toute la peine que j'ai mise en jeu sera récompensée et compensée par l'atteinte de mon objectif. Le succès est une action qui nécessite, le succès est un fait qui nécessite une action bilatérale. Pour recevoir des fruits, il faut planter un arbre ou les voler, mais le code pénal vous guette. Alors, il est clair que le succès compense l'effort que l'on a mis en œuvre pour l'atteindre. Mais qu'en est-il de la peine? Alors, revenons-en à ma plaidoirie. Si, par exemple, elle ne vous a pas plu et que vous décidiez de me le dire, je pourrais me rebeller, crier au complot, agir déraisonnablement et encourir une peine d'amende. Je pourrais être touchée au plus profond de moi, être atteinte de tristesse alors. Je pourrais être tellement touchée que dès lors j'aurais peine à m'exprimer en public. Ma peine serait alors une difficulté. Que ma peine soit tristesse, difficulté ou sanction, elle n'est pas quelque chose d'agréable, jamais. Alors si ma plaidoirie ne vous plaisait pas, toute la peine que j'aurais engagée pour l'écrire serait gratifiée par quelque chose de désagréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je ne vois pas comment la peine que j'ai engagée et qui attend d'être compensée par un avantage pourrait l'être par un préjudice. Je fournis de la peine, alors, pour récolter de la peine. Le bilan est mathématique. Moins par moins, ça fait plus, mais moins plus moins, eh bien, ça fait moins. Or, on ne compense pas du négatif par du négatif. On ne compense pas du vide par du vide. On ne compense pas du manque par du manque. Or, il en découle tout aussi naturellement que la peine ne peut pas compenser la peine. Si la peine permettait de compenser la peine, Jules Durand serait le plus heureux des hommes. Mais vous le savez désormais, il en a été autrement. La peine ne peut pas compenser la peine. Et c'est bien triste. Alors je vous comprends, chère contradictrice. Si je pouvais, j'aimerais faire disparaître la peine, mais je ne suis pas magicienne. Alors je laisserai faire le temps, qui d'une peine aussi vive est l'unique pansement. Merci. Cher public, chère contradictrice, cher jury, j'aimerais commencer sur l'idée que vous avez pu avancer que la peine comme sanction ne permet pas
de contrebalancer la peine des victimes. Mais il ne faut pas oublier que la fonction principale de la sanction n'est pas de faire plaisir à la victime, mais de rétablir la sécurité publique, l'ordre public. Les peines ont des fonctions de réinsertion ou de dissuasion. La réparation relève d'un autre domaine. Ainsi, la peine, comme sanction, n'a pas pour but de rétablir la peine des victimes. Ce n'est pas son but principal. Ensuite, vous avez pu continuer par l'idée que la peine s'accumule, que la peine ne peut contrebalancer une autre peine. Mais je reviendrai sur votre idée. Après la pluie, il y a le beau temps. Le temps soigne toutes les blessures. Les familles se reconstruisent. Certes, Charlie Hebdo a beaucoup marqué, mais il a recommencé. Une salle de Bataclan a rouvert. Toutes les blessures, toutes les peines ont vocation, par la suite, à changer et à permettre l'établissement d'un nouvel ordre, l'établissement de nouvelles choses. Ensuite, vous avez pu énoncer que la peine, morale comme physique, n'encourt que la peine. Mais j'aimerais revenir par exemple sur le sport. Quand vous faites du sport, ce n'est pas forcément très agréable. Vous avez des courbatures, vous avez soif, tout ça. Vous pratiquez du sport, mais vous le faites pour quelque chose. Vous le faites pour avoir un beau corps sur la plage en bikini. La peine comme souffrance que vous avez ressentie permet justement l'accomplissement par cette peine physique, permet justement à la personne d'aller justement s'exhiber sur la plage. Et donc cette souffrance morale que nous ressentons permet, grâce à cette souffrance physique, permet l'accomplissement de quelque chose. Ensuite, l'effort que nous fournissons ce soir. Je dirais que cette peine, la peine que je suis en train de ressentir sur cette scène, a valu toutes les peines que j'ai effectuées, que j'ai pu ressentir cette semaine à écrire cette plaidoirie. En effet, c'est de l'amour-propre. Je me sens chanceuse de participer à ce concours, et c'est s'élever spirituellement, c'est réfléchir. Cette peine où j'ai eu du mal cette semaine à écrire m'a permis aujourd'hui de me présenter devant vous avec toutes ces idées qui me sont venues. Enfin, j'aimerais revenir encore sur l'idée du sport et qu'il permet de s'améliorer, de compenser. Il permet de contrebalancer la peine morale que l'on peut ressentir face à notre corps quand on se regarde dans le miroir. Et c'est justement par cette peine physique qu'on contrebalance et qu'on peut changer notre peine morale. Je vous remercie. Alors tout d'abord, Madame Gibault, merci. Merci d'avoir montré le mauvais exemple pour que je puisse le corriger. Comme quoi, on croirait à n'importe quelle fable si elle est très bien écrite. Alors, vous avez parlé de la peine comme sanction qui ne compenserait cependant pas la peine des victimes. Et c'est là où vous vous méprenez. Car notre sujet est la peine. Permet-elle de compenser la peine et pas la peine? Peut-elle permettre quelquefois, quand elle en a envie, de compenser la peine? Alors dès cet instant, dès l'instant où vous admettez que dans au moins une situation, la peine ne peut pas compenser la peine, alors il y a contradiction. Mais je vous en prie, je ne vous en veux pas, après tout, il est difficile de cacher la vérité. Vous avez parlé de peine comme de réparation pour l'ordre public. Or, pour qu'il y ait une réparation, il faut qu'il y ait le triangle infernal de la faute. Faute, préjudice, lien de causalité. Je pense qu'on a tous connu cette peine, qu'à de le dire. Or, ici, il n'est pas question de réparation, mais de compensation. La réparation, c'est les dommages et intérêts, la compensation, c'est la peine compensatoire. Il faut distinguer réparation de compensation.
Pardonnez-moi pour cet exemple tout droit sorti de 50 nuances de droit, mais je pense que c'est nécessaire. Vous qui parliez de Jean-Marie Le Pen, justement, si entre réparation et compensation, il n'y a qu'un pas, entre la peine et Le Pen, il n'y a qu'un là. Alors, j'ai de la peine, aujourd'hui, car je vais devoir discréditer votre outil de prédilection, la balance. Pour peser sur la balance, il faut avoir un poids positif. Or, la peine, à mon sens, est une charge négative. Même si on admettait qu'elle puisse peser sur la balance, moins par moins font plus, mais la compensation, ce n'est rien de plus que de l'addition, ce qui fait que moins par moins, ça fait toujours moins. Ensuite, j'avais noté que vous parliez de l'Allemagne. Certes, nous avons condamné l'Allemagne à une peine après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, mais je ne crois pas qu'un septième de territoire et quelque amende politique ira compenser la peine des familles. Et bien que l'on pourrait croire qu'elle soit compensée, pensez-vous que les familles verront un jour la couleur de cet argent qui a été versé, selon moi, pour un but purement politique? La souffrance ne peut pas remplacer une sanction, parce que vous aviez avancé le fait que la souffrance peut remplacer une sanction, mais elle ne le peut pas, puisque la souffrance, c'est une sanction. La souffrance, ça peut être, quand elle est interne, merci le droit de la famille, elle peut être vraiment considérée comme une sanction. Donc, comme vous parliez de vous l'infliger à vous-même, quand par exemple on vole les idées d'un autre ou on commet un meurtre, la peine que nous ressent, ça peut être vraiment un châtiment. Après, c'est mon avis. C'est plutôt tout ce que j'ai noté sur votre plaidoirie. Merci encore, c'était un plaisir. Merci. Je vous remercie l'une et l'autre pour vos plaidoiries, tout aussi brillantes et intéressantes, qui nous ont fait palpiter sur ce thème essentiel de la peine. Permet-elle de compenser la peine? J'ai une petite question à vous poser en termes de peine. À Madame Quin, Marine, par exemple. Que pensez-vous des peines automatiques par rapport à votre raisonnement? Alors, excusez-moi, je suis en première année de droit, je n'ai jamais fait de droit pénal, je n'ai aucune idée de ce que peut être une peine automatique. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur le sujet? La peine automatique, c'est une peine qui est prononcée d'office à partir du moment où une infraction est commise sans avoir à se poser véritablement la question de savoir le pourquoi, du comment, etc. Voilà, donc on prononce une peine à partir du moment où une infraction est commise et c'est inscrit dans la loi. D'accord. Eh bien, je suis pour la loi, premièrement. Et avec le faible raisonnement qui est le mien et mes faibles connaissances, je vous dirais que votre question m'inspire l'arrêt de règlement, qui est quelque chose qui est vraiment prohibé en droit, c'est ce que j'ai pu comprendre dans mes premières années. La peine qui est infligée d'office à quelqu'un, pour moi, c'est normal. Je pense que quand on commet un crime, on doit être sanctionné, on doit purger la peine que l'on a infligée à la société. Bien que ça ne va pas compenser si on a volé une voiture, ça ne rendra pas la voiture à celui à laquelle elle a été volée, mais pour prévenir justement ce genre de peine, donc la tristesse des victimes et la surpopulation dans les tribunaux et dans les prisons, je pense qu'il est nécessaire d'avoir des peines automatiques pour décharger donc justement les tribunaux. Maxence disait que certaines affaires prennent plusieurs années à être résolues, et je pense qu'il faut vraiment désengorger les tribunaux sur ce point-là. Donc la peine automatique, je pense que c'est plutôt quelque chose de très bien. Après, il faut faire attention à ce que ça ne tombe pas dans l'arrêt de règlement, c'est-à-dire j'ai fait ça, donc je réclame telle peine. C'est ce que j'en pense. Merci. Bravo à toutes les deux, d'abord, parce que vous nous avez fait vivre des moments intenses et chargés d'émotions. Ma question s'adressera naturellement à Madame Gibault. Est-ce que
selon vous, les réductions de peine sont une injure à la souffrance des victimes? Je dirais que non, car je reviendrai justement sur la fonction principale de la peine, qui n'est pas justement de faire plaisir à la victime et de réparer son dommage, mais plutôt de rétablir une sécurité, un ordre public. C'est sanctionner un comportement défaillant par rapport à la société. Les réductions de peine sont justement pour valoriser le délinquant qui a pu... vous avez dit des réductions de peine, c'est ça? Oui, des réductions de peine. C'est justement pour valoriser le délinquant qui a pu faire des actes louables. Il se rachète auprès de la société. Donc on revient bien à notre sujet. La peine permet-elle de compenser la peine? La peine du délinquant en... ayant un bon comportement en prison et en suivant des cours ou en se réintégrant, peut avoir des réductions de peine, justement car il répond à la sanction qu'on lui a donnée. Bonsoir à toutes les deux. Bravo en effet pour vos belles plaidoiries. Pleine d'émotions et de qualité, vraiment. J'ai une question pour vous, Madame Quin. La peine, on l'a compris, c'est dans notre système la seule possibilité qu'on ait trouvé de sanctionner au plus juste, tenter d'être le plus juste. Vous avez défendu la thèse de la peine ne permet pas de compenser la peine. Vous êtes-vous donné la peine de réfléchir à une autre solution qui permettrait de compenser la peine? Merci pour votre question. Alors, j'y ai pensé, je ne l'ai pas noté, mais du peu que je me souvienne, je me suis dit que justement, comme je l'avais avancé, compensation et réparation sont bien différentes dans le domaine juridique, mais pour le commun des mortels, dans le parler courant, elles sont plutôt synonymes. Et je pense que la réparation pourrait être intéressante à être intégrée donc dans le domaine juridique en ce qui concerne quelque chose qui est hors du triangle peine, préjudice, etc. Je pense qu'une victime qui est victime d'un dommage, d'une perte, ne serait-ce qu'un accident de la route ou quoi que ce soit, elle reçoit des dommages et intérêts. Donc ce n'est pas de sa faute, donc elle est réparée en quelque sorte. Et je pense que pour moi, la peine, elle est véritablement réparée au mieux, si on admet qu'on peut réparer de la peine ou compenser de la peine. Pour moi, la réparation, c'est vraiment quelque chose qui peut être substitué à compensation. Là, nous titillons sur les mots, mais dans le domaine vraiment purement juridique, s'il n'en tenait qu'à moi, je donnerais réparation au lieu d'utiliser le mot compensation. Je pense que ce serait plutôt une bonne chose d'essayer de compenser la peine. Une fois de plus, pour moi, la peine ne se compense pas, surtout quand il y a eu perte, que ce soit de facultés personnelles ou d'un membre de notre famille. Je ne pense pas que de l'argent ou quelqu'un d'autre qui est en prison serait plus le compenser. Mais en tout cas, on peut essayer de le réparer au mieux. Et c'est ce que j'en pense. Merci. J'ai une question pour Madame Quin. Bonjour Madame. Y a-t-il des vengeances légitimes? D'une femme à une femme, je vous répondrai oui. Je vois moi-même par la vengeance, toujours en délicatesse, jamais rien de méchant, mais je pense que quelque vengeance peut être légitime lorsque le système juridique, enfin le système judiciaire ne fait pas son travail. Excusez-moi. Puisque quelquefois, il n'y a pas assez de... Comme on l'apprend en première année, la charge de la preuve est à celui qui en demande l'exécution, qui demande l'exécution donc d'une obligation. Or, quelquefois, on n'a pas assez d'arguments, de preuves pour étayer un dossier, mais la personne qui a commis le crime ou le délit est véritablement coupable. Ce qui fait qu'on peut se retrouver dans le domaine juridique de ce que j'ai pu contempler, avec des gens qui ne sont pas punis parce que la victime n'a pas pu fournir assez de preuves. Et donc je pense que là, la vengeance pourrait être légitime
dans le sens où c'est quelque chose qui lui est dû, mais qu'il n'a pas réussi à prouver, donc il ne l'a pas. Donc je pense qu'il pourrait y avoir des vengeances légitimes, toujours dans le respect de la loi, du Code civil. On reste bien carré avec ça, je ne fais pas l'apologie de la vengeance, mais je pense que la vengeance, quand elle est j'ai piétiné tes fleurs, donc tu piétines les miennes, je pense que c'est rien de bien méchant. Et je pense que si les tribunaux n'accordent pas peine, je pense que la vengeance judiciaire serait quelque chose qui pourrait être, selon moi, admissible. Merci. Bien, merci pour vos prestations et bravo. Vous n'avez pas ménagé ni l'une ni l'autre votre peine pour nous présenter vraiment un travail de qualité. Je vous en remercie. Je m'adresse à Marine Quin. Si la peine prononcée par un tribunal ne permet pas de compenser la peine de la victime, est-ce qu'obtenir la peine vaut la peine ? Merci pour votre question. Je répondrai que oui, puisque des années de procès, peu importe, valent la peine. Je vous ai parlé de l'histoire d'une jeune femme qui m'a marquée, qui s'appelle Emma. Et je pense que pour elle, je pense qu'elle n'aura jamais réparation de sa peine dans la mesure où elle n'a plus d'enfants. Et c'est quelque chose pour moi qui est vraiment irréparable. Je pense que si vous avez peut-être des enfants, peut-être avez-vous des parents, sûrement. Je pense que quand on perd quelqu'un, c'est vraiment très compliqué. Je pense que Emma, justement, en se battant pour faire emprisonner l'assassin de son enfant, laisse un peu de vie, en fait. Son enfant continue de vivre à travers la procédure et elle a vraiment un but dans la vie. Et aussi, tout simplement, pour les familles d'autres enfants qui habiteraient dans le voisinage ou peu importe, je pense qu'il vaut la peine d'aller chercher la peine jusqu'au bout si on ne la donne pas. Je pense qu'un homme qui a tué un enfant doit aller en prison. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre détour possible. Et donc je pense que Emma ou toute autre femme ou tout autre homme aurait tout intérêt à se donner la peine de faire condamner la personne qui a tué son enfant, qui pourrait être emprisonnée et qui n'en tuera pas d'autres. Je pense que c'est déjà une raison suffisante pour que la peine en vaille la peine. Bonsoir, merci à toutes les deux. Une question pour Maxence Gibaud. Je vous ai entendu parler de compenser la peine, parfois de neutraliser la peine. Si je pars du postulat que la plus grande des peines est celle liée à la mort d'un être cher, est-ce que seule la peine de mort peut compenser la peine liée à la mort d'un être cher ? Ce sujet, justement, revient de plus en plus aujourd'hui dans les débats. Hop, je prends mes feuilles pour vous sortir exactement les chiffres. Selon Ipsos, c'est un sondage effectué pour Le Monde, 55% des Français seraient favorables à la peine de mort aujourd'hui. Et ce débat revient de plus en plus, justement, dans le cas des présidentielles. Et justement, 60% des interrogés pensent que cela permet aux familles de tourner la page. Alors, c'est une conception, et je peux comprendre les familles qui ont perdu un être cher, cette idée toujours de vengeance et de on est quitte. Mais en même temps se pose toute la question en France et puis dans les autres pays des droits, des libertés, du respect de la personne humaine et qui peut être légitime à donner cette sanction à la personne qui a tué une personne. Est-ce que tuer est-ce que tuer quelqu'un peut être justifié car cette personne a tué quelqu'un? C'est un débat qui revient sur le devant de la scène et il faudrait penser à tous les arguments en faveur et contre cette peine de mort. Alors merci à toutes les deux. Le jury a été unanime sur la qualité de vos plaidoiries et je souhaite le souligner également. C'était
à la fois émouvants et riches, et dans des styles très différents pour toutes les deux. Mademoiselle Quin, je souhaiterais commencer par vous. Je vous poserai à toutes les deux une question qui concerne le procès en cours pour juger des actes commis lors des attentats du 13 novembre 2015. Pour vous, Mademoiselle Quin, pensez-vous que la peine infligée par les terroristes aux victimes compense la peine à laquelle ils seront condamnés? Alors, je vais répondre à votre question plutôt simplement, puisque de ce qu'il me semble me souvenir, c'était un attentat fomenté par les djihadistes, par des personnes qui pensent, au plus proche de ce que je sais, que s'ils se tuent, s'ils perdent leur vie en faisant un attentat au nom d'Allah, alors ils seront gratifiés par Allah en montant au ciel, pour ceux qui y croient. Alors non, je pense que la peine des victimes ne vaut pas la peine donc il leur inflige. La peine de prison, de laquelle ils vont fort sûrement hériter, ce n'est pas ce qui leur importe. Les terroristes, ils savent très bien qu'ils vont encourir une peine. S'ils le font, c'est pour ça qu'ils meurent. C'est beaucoup des attentats suicides. Parce que justement, eux, ce qui leur importe, c'est la peine divine. C'est justement la peine qu'on va leur infliger au paradis, la peine qu'eux vont avoir à purger, la peine qu'ils sont purement dans une optique donc, qui n'est pas terrestre. Donc je pense que non, je pense que les terroristes n'ont pas vocation purement, c'est peut-être un peu égoïste, mais je pense qu'ils n'ont pas vocation à venir se faire exploser quelque part pour faire du mal autour d'eux. Je pense que justement la peine qu'ils vont causer aux familles ne sera pas compensée par la peine de prison, premièrement puisqu'ils n'en auront pas s'ils meurent pendant l'attentat, et secondement puisque cette peine, ils ne l'auront pas, rien ne pourra la compenser, puisque justement ils se donnent cette peine, et ils causent cette peine pour eux-mêmes obtenir un avantage, qui viendra justement la compenser. En montant au paradis et en ayant tout ce qu'ils ont à avoir au paradis, ils espèrent obtenir un avantage qui compensera la peine qu'ils se sont donnée et qu'ils ont fait autour d'eux. Donc je pense qu'au contraire, ils espèrent que leur peine soit compensée. Alors ils l'espèrent, mais de leur vivant. De leur vivant, ceux qui sont jugés aujourd'hui, ils le sont vivants. Donc, alors de leur vivant, je pense que vous me demandiez si les terroristes qui vont être condamnés à une peine de prison pensent que la peine des victimes compense justement la peine qu'ils vont avoir. Oui. Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont bien contents d'avoir obéi à l'ordre divin, mais je ne pense pas qu'ils espèrent une quelque compensation. Je pense qu'ils ont obéi aux ordres. Quand on a des idées, qu'elles soient religieuses, politiques ou quoi que ce soit d'autre, ça peut pousser des gens vulnérables à faire des choses pas forcément bien. Donc même quelquefois, pousser des gens bien à faire des choses pas bien. Donc je pense qu'ils font ça purement dans une optique d'obéissance, purement dans une optique de je suis le bon disciple et je suis content de moi et des bonnes choses m'attendront plus tard. Je ne pense pas qu'ils espèrent que cette peine de prison, justement, soit la compensation d'un avantage, ce qui serait un avantage, puisqu'on compense une peine par une peine, on compense quelque chose de positif par du négatif. Dans ce cas-là, je ne pense pas que la peine des victimes, qui est quelque chose de négatif, pourra être compensée par une peine de prison qui est aussi négative, parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Bien, je vous remercie. Merci. Mademoiselle Gibault, donc toujours dans le même cadre, une question différente. Quelle serait, selon vous, la peine qu'il faudrait prononcer pour ne pas ajouter de la peine à la peine vécue par les victimes, ressentie par les victimes? Je pense qu'il faudrait une certaine peine d'emprisonnement avec une certaine lourdeur pour ne pas justement remettre ces personnes dans la nature et justifier leurs actes. Cette peine doit être à la fois lourde au niveau emprisonnement, mais elle doit permettre aussi, elle doit être cumulée avec d'autres peines, justement pour ces personnes, un suivi psychologique, une aide n'importe laquelle, et avec tout un tas de peines
et de mesures de sûreté qui pourraient être cumulées avec cette peine pour permettre justement aux délinquants, aux terroristes de se réintégrer dans la société, mais qu'au bout d'un certain moment, pour permettre à cette victime, à ces victimes de se remettre de leur peine. Toutes les deux, le jury se retire par délibéré.